Il faut s'enlever les œillères, il faut arrêter, faut délier les langues, il faut se dire les choses. Une société française 100% familiale, c'est écrit sur le papier, qui s'intègre dans la durée, qu'en fait elle est beaucoup plus souveraine qu'une société étrangère qui fabrique en France, oui, mais qui ne paye pas ses impôts en France. Ce qui me rend hystérique au quotidien, c'est vraiment qu'il n'y ait pas une préférence nationale sur des segments où il y a de l'équivalence en France. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Baptiste Piclet, le dirigeant de la société Euros, spécialisée en chirurgie orthopédique. Je suis très content d'être là. Alors Baptiste, tu es à la tête d'une société 100% française, Euros, une société dans la chirurgie orthopédique. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment la société se développe à l'international, mais aussi et surtout en France. Exactement, alors on est, comme tu l'as dit, spécialisé sur le marché de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. C'est une société 100% familiale. Notre projet avec mon frère, c'est d'accompagner ça à la génération suivante, à celle de nos enfants, et de pouvoir donner une continuité à l'ensemble de nos clients, chirurgiens et des patients. Et pourquoi c'est important ça ? Il n'y a pas si longtemps que ça, on a un patient qui nous a appelés parce que c'était un patient de mon grand-père. Il a été opéré il y a 23 ans, il nous a demandé de changer la prothèse de hanche. Et en fait, il est tombé sur une société à taille humaine, il a fallu lui changer un composant et c'est des choses c'est un service qui n'est plus du tout fourni par des grosses structures, qui sont impersonnalisées. Et aujourd'hui, nous, on a un acteur qui s'inscrit dans la durée et on essaye autant que faire se peut d'accompagner nos clients sur du long terme et pas du court terme. On est sur une société de 80 personnes qui intègre toute la chaîne de vie du produit. Donc on a de la R&D, on a de la production, donc on a des machines-outils, on a des gens qui polissent à la main les pièces et on exporte. Oui, j'ai vu ça dans l'usine, c'est absolument c'est dingue en fait. Tu as des personnes qui sont là de presque 40 ans exactement, dans 35 ans. l'usine et qui polissent encore à la main les prothèses. Il y a un savoir-faire qui est colossal et en fait les contraintes environnementales ont fait qu'il a fallu indéniablement qu'on grossisse parce que les coûts indirects étaient ce qu'ils étaient, ils deviennent de plus en plus lourds et donc il faut grossir plus vite que ce que le marché grossit pour résister dans ce marché. Les hôpitaux publics-privés achètent pour 35 milliards de matériel médical chaque année et la part qui revient à la medtech française, c'est à peine 10%. Et sur les 35 milliards Euros, on prend combien ? Nous, on prend 8 millions. Sur la France ? Sur la France. Donc nous, l'an dernier, on a clôturé à 14 millions d'euros. On est sur une croissance à plus de 25% depuis 3 ans. C'est lié à des investissements massifs dans notre société ces 6 dernières années, qui fait qu'on a une croissance importante. On fait à peu près 60% de notre chiffre en France et 40% à l'export. Il y a des sociétés qui font le choix de partir à l'international pour plein de raisons, parce que la France est extrêmement reconnue à l'international. Moi, je suis positionné sur un segment de produits où les dépenses de remboursement, c'est 700 millions d'euros par an. Donc ça veut dire que si je vais te répondre à ta question, sur les 700 millions, moi j'ai 8 millions, donc j'ai moins de 1%, à peu près 1%. Parce que les concurrents américains, par exemple, Zimmer, Smith & Nephew, Johnson & Johnson, Stryker, etc., ils ont des chiffres d'affaires qui dépassent 100 millions d'euros en France. Ça veut dire que toi, tu n'es pas capable de pouvoir produire à cette hauteur-là. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Des gros comme Stryker, par exemple, ils ont un portefeuille produit qui est assez large. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on est positionné sur un marché où on est capable d'adresser, je dirais bien, 90% de ce qu'ils vendent. Donc, il faut remettre dans le contexte. Donc ça veut dire que tu pourrais produire aujourd'hui 90 millions de prothèses de hanche et de genoux. En termes de portefeuille produit, j'ai un segment de produits qui permet d'adresser à peu près 90% de leur portefeuille à eux. Concrètement, ça fait combien en termes de chiffre d'affaires ? S'ils font 400 millions en France par an, Stryker, aujourd'hui, je pense que 300 millions, c'est un secteur que moi je peux adresser avec mon offre produit actuelle. Est-ce que j'ai les capacités de production ? La réponse est non, à l'instant T. Maintenant, c'est un cercle virtueux. Investir dans un process qui tourne, changer les volumes, bien évidemment, ça nécessite de repenser notre organisation. On est en plein dans l'exercice. Vous êtes en train de créer une nouvelle usine d'ailleurs. On a un projet de nouvelle usine, effectivement, qui devrait sortir dans les 5 prochaines années. Mais d'ici là, il y a des gains de productivité, d'automatisation qui sont colossaux. Et d'ailleurs, on est candidat à différents projets nationaux pour lesquels, pour le moment, on est encore en train de travailler dessus. Comme quoi, par exemple ? Comme des projets de France 2030, comme
Les programmes étincelles, c'est des programmes auxquels Ça sert à quoi, ça? Ça sert à être identifié pour certains et être accompagné dans un parcours. Et puis, comme d'autres... Parce que souvent, ce type de sujet, c'est un peu nébuleux. On ne comprend pas très bien et on ne voit pas bien France 2030 en quoi ça va te faire gagner du chiffre d'affaires demain en France. Eh ben, typiquement, là, j'ai un projet, on est en train de déposer un projet à 6 millions d'euros d'investissement. Ils interviennent sur une partie des investissements, mais les dossiers, ils sont assez complexes. Il faut avoir un certain niveau de maturité qu'on commence à avoir pour être capable de candidater. C'est vrai que c'est assez opaque, les dossiers qui sont financés. En général, ils vont plutôt financer des startups. Et nous, on est sur un modèle où on est une PME, on est en train de passer à l'ETI. Et c'est vrai qu'ils aident moins les sociétés à passer de la petite PME à l'ETI. Les PME, c'est les grandes oubliées de l'industrie française. On va financer des startups qui vont pour beaucoup se scratcher pour 85%, voire 90%. Les ETI, bon, elles ont déjà fait leur trou et les PME, elles sont un peu entre deux eaux. Pour mettre un produit sur le marché, ça prend du temps. On est sur un marché qui est complexe à accéder. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir une transmission familiale. Mon père, en fait, m'a transmis la société. On a eu 8 ans de superposition. J'ai eu la chance d'avoir 35 ans d'historique de marché. Et aujourd'hui, moi, j'ai 36 ans. Mon frère a 10 ans de moins. Donc, on a plutôt une direction jeune. On a un format start-up avec 35 ans d'expérience. Donc, c'est vrai qu'on a l'agilité intellectuelle de nous adapter au marché actuel, ce que peut-être n'ont pas des anciens patrons de société qui subissent les contraintes qui viennent se rajouter, où en fait à chaque fois qu'il y a une contrainte, ça fait déborder le vase, quoi. Donc aujourd'hui, tu aurais la capacité de produire 100 millions d'euros de prothèses, sans forcer. Avec des investissements à hauteur de 10 millions d'euros, je suis capable de fabriquer pour 100 millions d'euros. Tes prothèses sont remboursées, donc ça veut dire que la sécurité sociale reconnaît que tes prothèses sont d'excellente qualité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne produises pas en France pour au moins 50 millions d'euros? C'est quoi le blocage? C'est marrant, mais alors on a fait un staff cette semaine. Marrant. Non, c'est pas trop marrant, mais avec le temps, après, ça fait 14 ans que je suis dans le marché, tu commences à prendre les choses avec l'humour. Je pense que l'État est fautif pour partie, mais on est aussi fautif parce qu'on n'est pas assez connu, on n'est pas assez visible. Maintenant, pour être visible, il faut investir, il faut avoir de la communication, il faut être présent. Alors, je t'arrête par rapport à ça, mais quand Zimmer communique avec Schwarzenegger sur leur prothèse de genou, et donc ça, comme c'est sur LinkedIn, et c'est un réseau mondial, ça passe. Toi, lorsque tu publies une communication sur LinkedIn, la NSM t'appelle pour te demander de retirer le post. Donc ça veut dire que vraiment, on fait tout pour tuer la medtech française. C'est sûr qu'il faut changer les règles françaises pour ce qui concerne la promotion de dispositifs médicaux. Il faut se mettre aux standards européens et internationaux parce qu'aujourd'hui, les solutions des réseaux sociaux ont complètement bouleversé ce qui existait il y a 20 ans. Donc en fait, on ne peut pas avoir des règles qui datent d'il y a 20 ans, toujours applicables aujourd'hui, parce que ça pénalise en fait exclusivement des sociétés françaises. Cette semaine, on a fait un staff dans un petit hôpital périphérique. Et en fait, quand on a présenté nos produits, le chef de service a été ébahi par la qualité des produits, que ce soit en prothèse de hanche ou prothèse de genou. Et en fait, il n'a pas compris pourquoi il ne connaissait pas. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc il utilise des prothèses internationales et il en a ras-le-bol. Donc il y a une Pourquoi volonté. il en a ras-le-bol? Parce qu'il n'y a pas d'écoute, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de service. En fait, on ne vend pas que des prothèses, nous, en fait, de hanche ou de genou ou de colonne vertébrale. On a un accompagnement qui va jusqu'au bloc opératoire. On forme nos clients à l'utilisation de notre matériel. On essaie de nous adapter à leur usage du quotidien pour améliorer l'efficacité de leur pratique et de l'établissement, pour qu'ils puissent faire par exemple plus de chirurgie en une journée, pour améliorer la rentabilité de l'établissement mais aussi du chirurgien. Et en fait, on a un rôle vraiment qui va jusqu'au bout au bloc opératoire. D'ailleurs, dans nos équipes, on a des infirmiers de bloc opératoire qui vont faire les démarrages de chaque client, quoi. J'ai reçu des messages aussi qui me disaient que les sociétés américaines avaient des facilités parce qu'elles pouvaient globaliser certains produits et également ils ont un robot. Bien sûr. Pour faciliter apparemment la prothèse de genou. Toi, tu n'as pas de robot et tu ne peux pas globaliser. Donc, comment on fait pour s'en sortir Ce qui est terrible, c'est que là, en septembre, on a pris une baisse de 6% des prix de vente. Donc, c'est de l'impact direct sur la marge. Mais ce n'est pas que pour toi, ça. Ça s'applique à tout le marché, donc à tous les fournisseurs. La particularité, dans l'orthopédie. Dans l'orthopédie. Pour la hanche. Pour le genou. Pour le genou. La hanche, c'est 3%. Ah, d'accord.
La particularité de la prothèse de genou et de la prothèse de hanche d'ailleurs, j'aime bien prendre l'exemple de la chaussure. Quand tu vas dans un magasin, que tu choisis un modèle, le modèle te plaît et puis tu hésites entre 42, 42,5, 43, ça dépend le modèle en fait. Et donc nous, c'est exactement la même chose. On a une gamme de tailles, on a un modèle, une prothèse de genou, on a 4 ou 5 versions, mais dans ces versions, tu as plein de tailles. Et en fait, ces tailles, les chirurgiens, ils les choisissent quand ils ouvrent le patient. Donc tu es obligé de mettre à disposition l'ensemble de ces tailles et l'instrumentation associée pour pouvoir poser la prothèse. C'est des immobilisations qui sont importantes parce qu'on va facturer ce qui est posé, mais tout le reste, c'est nous qui le finançons. J'arrive à mon explication, c'est que le marché sur lequel on est, c'est un marché avec un BFR très élevé, un besoin en fonds de roulement qui est très élevé. Et en fait, c'est-à-dire que tu as besoin de mettre beaucoup d'argent sur la table pour avoir accès au marché. Et combien ? Sur une prothèse de genou qui est vendue 2 000 €, où on va à peu près, les coûts de production, c'est à peu près 50%, sans compter le marquage CE, etc., l'aide au bloc opératoire, etc., tout ce cercle-là, le marketing, etc. L'immobilisation d'un kit d'une prothèse de genou, c'est à peu près 70 000 à 80 000 €. Donc quand un chirurgien fait 4 chirurgies dans la même journée et qu'il a une stérilisation externalisée, tu vas mettre 7 x 4, je te laisse faire le calcul, mais 320 000 € sur la table, immobilisé, et on va facturer que la taille posée. Et les implants qui sont sur les étagères, c'est un peu comme le gruyère, ils périment. Ils ont 5 ans de péremption. Donc il faut poser, il faut avoir une gestion de stock assez rigoureuse, et le temps de fabrication, ça va entre 8 et 10 mois. Donc quand on a une croissance comme nous de 25 à 30%, il faut parier sur les bons produits. Je reviens à ta question sur la robotique. Sur la robotique, aujourd'hui, il y a un robot qui est arrivé sur le marché qui permet d'augmenter le chirurgien et de réaliser des chirurgies sous bras robotisés. L'intérêt quand même final d'une technologie, d'un DM, c'est d'améliorer le traitement du patient. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent, et des données de registre qui montrent que les résultats post-op à long terme, en fait, n'ont pas vraiment de différence. Donc après, il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans les publications. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le robot ne change rien ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas prouvé qu'il changeait quelque chose dans le bon sens ou dans le mauvais. Quoi qu'il en soit, un robot, c'est à peu près 1 million € pour un établissement. Donc en fait, tu vas mettre 1 million € sur la table, en plus de tout le reste, que tu ne payes pas d'ailleurs, pour pouvoir faire la chirurgie. Tu ne payes pas ? Le stock d'implants, le stock d'instruments. L'établissement ne le paye pas, c'est nous qui le payons. Ah oui. D'accord ? Et donc en fait, la problématique de cette technologie, c'est qu'aujourd'hui est arrivé des technologies par les gros acteurs qui sont financés aux États-Unis. Et en fait, quand ils viennent avec un robot en France, les établissements n'ont pas l'argent pour payer ce robot. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des deals en disant « moi, je vous mets le robot à disposition. Par contre, il me faut un volume d'affaires minimum. » Et donc ils loquent le business de cette manière. Et donc pour nous, petits acteurs, ça augmente encore plus la marge d'accès, puisque le besoin en fonds de roulement monte, puisqu'on rajoute un robot à 1 million. Parce que le patient, il demande le robot, c'est ça ? C'est un appel, c'est un peu du marketing pour un hôpital. C'est du marketing. De dire, voilà, on vous opère avec le robot, donc ça sera plus précis. Mais alors qu'en réalité, ce que tu dis, c'est que ça ne sera pas forcément plus précis. J'étais à la SFAG à Strasbourg, c'est la Société française de hanche et de genou. Okay. À Strasbourg, c'est un congrès très spécialisé. C'est la Softcote encore plus spécialisée, vraiment hanche et genou. Okay. Et il y a une thématique aujourd'hui quand même dans ces conférences, la robotique prend de plus en plus de place. Et donc aujourd'hui, moi j'estime qu'à peu près 10% du marché a des robots. Et en fait, dans la salle, tu devais avoir 200 orthopédistes et une question a été posée, qui voudrait un robot ? Tout le monde lève la main. Forcément. Qui veut faire de la motocross tous les soirs en rentrant du travail, pas s'occuper de ses enfants, pas s'occuper de ses problèmes. Non mais moi je vais faire de la motocross, ça m'arrange. Puis je la paye pas, puis tu vois. En fait, ce qui me gêne aujourd'hui, moi, c'est que la constante économique aujourd'hui, c'est nous qui payons l'addition. Quand tu dis nous, c'est Euros, c'est les sociétés françaises. Les Français, en fait, on paye l'addition. Ah, tu parles des Français, tu parles pas des industriels. Les industriels français. Je parle des industriels français parce que notre taille et notre structure fait qu'on a difficilement accès à ces solutions-là. Et en général, on est surendetté pour financer notre croissance, financer nos projets de R&D, financer tout le reste. Donc il faut aller encore chercher de la dette pour être capable de fournir des solutions comme ça qui commencent à arriver en open source. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'on est dans un marché où la barre monte, mais pour une valeur ajoutée pour le patient qui n'est pas encore démontrée. Et ça, c'est gênant. On m'a aussi glissé dans l'oreillette qu'il y avait des grands acteurs américains
qui revendiquaient le Made in France. Alors, qu'est-ce que c'est réellement le Made in France? Parce que moi, j'avais la sensation que le Made in France, c'était des sociétés qui font de la R&D en France, qui produisent en France, qui font du marketing en France, qui gardent la marge en France, qui payent des impôts en France et qui font vivre la France. Mais apparemment, le Made in France, ça serait pas que ça, ou en tout cas, ça serait pas ça. Les grosses boîtes qui tiennent aujourd'hui sur mon marché, de la hanche et du genou, c'est à peu près 90% du marché qui est pour des sociétés extra-européennes. Extra-européennes, parce que je pense que l'Europe a plus de sens que la France, même si j'adore la France. Il faut qu'il y ait une préférence nationale quand c'est possible, mais après, il faut jouer la carte de l'Europe parce qu'on est quand même plus fort. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je préfère une société extra-européenne qui fabrique en France plutôt qu'une société extra-européenne qui fabrique pas du tout en France. C'est mieux. Maintenant, ça ne fait pas deux des Français. Je veux dire, aujourd'hui, effectivement, les gens qui représentent ces sociétés en France payent leurs impôts en France, mais leurs actionnaires ne payent pas leurs impôts en France. Et aujourd'hui, on parle d'un marché qui est financé par la sécurité sociale, c'est-à-dire par nos impôts. Et ça, en fait, à un moment donné, c'est un vrai sujet. Il faut s'enlever les œillères, il faut délier les langues, il faut se dire les choses. Une société française 100% familiale, c'est écrit sur le papier, qui s'intègre dans la durée, qu'en fait, elle est beaucoup plus souveraine qu'une société étrangère qui fabrique en France, oui, mais qui ne paye pas ses impôts en France. Ce qui me rend hystérique au quotidien, c'est vraiment qu'il n'y ait pas une préférence nationale sur des segments où il y a de l'équivalence en France et en vraie société française. Et on a encore une lueur d'espoir, il y a encore des industries qui sont là pour se battre, et j'en fais partie. Et en fait, je pense aujourd'hui vraiment que tout le monde prenne la conscience de ça, parce que sinon, dans 20 ans, comme l'a dit Macron, on consommera des produits uniquement américains ou chinois, on sera des bons consommateurs, mais en fait, on sera dépendant. C'est pas déjà le cas? Pas complètement. Il y a encore tu penses qu'on peut encore réagir? Je suis de nature optimiste, sinon je ne serais pas entrepreneur. Donc, en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis convaincu qu'il y a encore des choses à faire. Mais pour moi, la solution, c'est une prise de conscience générale et essayer de se dire c'est quoi l'enjeu pour notre pays, plus que l'enjeu pour ma poche. C'est quoi l'enjeu pour notre pays? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? En fait, aujourd'hui, une prothèse de hanche, tu vas avoir un spécialiste, il va te dire s'il est dispo ou pas dispo. Et bien peut-être que dans 20 ans, ce ne sera pas lui le problème, ce sera la prothèse de hanche qui ne sera pas disponible et tu attendras 1 an. J'ai lu dans un rapport du SNITEM qu'aujourd'hui, il y avait 1398 medtech françaises et que toutes les années, entre les créations et les destructions de PME, c'était un ratio de moins 35 tous les ans. Donc c'est moins 3% tous les ans. Ça va s'accélérer. Hein. Ça va s'accélérer. Parce que le MDR, il n'est pas encore en application, il va être en application en 2028 et j'ai vu les stats des certificats, je crois qu'il y a un peu plus de 20 000 certificats de marquage CE en Europe et je crois qu'on est encore à 2 000 ou 3 000 qui sont passés en MDR, mais pas plus. 2028 arrive. Lorsqu'on nous dit aller vendre aux États-Unis, est-ce que tu sais quel est le nombre de sociétés françaises medtech qui ont réussi à avoir l'agrément FDA depuis 1995? L'agrément FDA, je pense qu'il y en a quand même, non? Il n'y en a pas? Tu dirais combien? Je sais pas, 100 par an, non? Non, 10 par an peut-être? 300? 27. Donc en fait, on nous dit, c'est pas grave, on n'est pas en France, mais il y a un gros marché qui s'appelle les États-Unis. Tu as que 27 medtech françaises qui ont réussi à l'avoir en 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il est accessible. La problématique du marché des États-Unis, c'est vraiment son côté. Alors déjà, c'est un marché qui est beaucoup plus protectionniste que nous. Hein. 70% du marché local, il est dédié pour des sociétés locales. 65-70. Donc ça n'a rien à voir. Et après, quand tu es là-bas, il faut être solide, quoi. Donc en fait, la petite start-up PME qui va là-bas, elle se fait manger. Nous, on a de l'appel du pied, on a une technologie sur l'enfant, on traite des scolioses de l'enfant. Alors oui, j'ai vu ça, c'est extraordinaire en fait, c'est extrêmement différenciant. En fait, on a fait un partenariat avec Necker en 2012. On a mis au point pendant plus de 10 ans une technologie qui est incroyable pour faire grandir les enfants qui sont atteints de scoliose assez grave et qui ont un pronostic vital en jeu. On les fait vivre, on les fait respirer, on les fait grandir et on leur fait avoir une condition de vie qui est incroyable. Notre produit, il a obtenu un ASA 2 en 2023. ASA 2, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer une ligne de remboursement au sein de la sécurité sociale avec une reconnaissance par la HAS comme étant un produit extrêmement innovant. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui arrivent à obtenir ça, donc c'est quand même une réalisation technique. On a beaucoup de chirurgiens qui viennent toutes les semaines se former du monde entier dans nos centres d'excellence en France, mais en Europe aussi. C'est extraordinaire. Et pour revenir aux États-Unis, ça fait 5 ans qu'on nous demande d'y aller. Moi, je refuse d'y aller pour le moment, parce que je sais que je ne suis pas prêt.
Et en France, il y a un marché ou pas plus que ça? C'est un petit marché, ça reste en Europe, oui. En Europe, on a une croissance qui est assez importante. On fait plus de 50% sur ce segment-là en Europe tous les ans. Donc c'est fabuleux et il y a des nouvelles versions qui sont en train d'arriver. Il y a un syndicat qui s'appelle le SNITEM. Toi, tu fais partie du conseil d'administration du SNITEM. J'ai été l'heureux élu récemment, effectivement. C'est un syndicat national. Oui. Et lorsqu'on regarde les 24 membres du conseil d'administration, 60% sont issus de groupes étrangers. Comment on explique ça? Aujourd'hui, j'ai pris la décision de m'y impliquer parce que je pense qu'il faut que les décisions qui sont prises au niveau de ce conseil d'administration, elles n'aient pas qu'une lorgnette grand groupe et vision internationale. Je pense que c'est important de représenter les PME. J'ai la chance d'avoir une taille qui me permet aujourd'hui d'y dédier du temps, même si c'est du temps en plus que tout le reste, que j'ai pas vraiment. Hein. Mais je pense que c'est important d'être présent là-dedans, quoi. Pour jouer la Ligue des Champions, parce que là, clairement, on est en Ligue 2. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est un collectif, il faut de la rage, il faut un entraîneur qui croit en la France. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qui est important, c'est d'avoir un bon coach, une bonne vision. Et ça, c'est indéniable. Une vision qui ne change pas tous les 5 ans. Parce qu'en fait, une industrie, ça ne se bâtit pas en 5 ans. Il y a des gens qui nous ont montré comment ça fonctionnait. Je peux prendre l'exemple de la Chine. Moi, je suis rentré en 99 en Chine avec mon père. C'était notre plus gros marché. J'ai décidé de m'y retirer parce qu'en fait, quand on est arrivé, le marché local, il y avait 95% de produits importés, 5% de produits locaux. Et comme c'était que du public, de par le système communiste, en fait, ils ont changé les règles au fur et à mesure. Donc, si tu fabriquais en Chine, tu avais plus de points sur les appels d'offres. Si tu commençais à faire les joint ventures, tu avais plus de points. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu as 95% de sociétés chinoises qui tiennent le marché et 5% de produits importés pour continuer à faire venir les innovations. Et aujourd'hui, ils vont nous envahir. Je les vois arriver déjà sur le continent africain, sur le DM. Et ça s'est bâti en 20 ans. Donc, en fait, en 20 ans, je pense qu'on peut redresser la barre, mais il faut prendre des décisions fortes. Alors, concrètement, parce que... La préférence nationale, déjà. Alors, sur tous les postes de dépenses de la sécurité sociale, il faut de la préférence nationale. Donc déjà, il faut une cartographie claire des DM qui existent et des sociétés qui existent. D'accord, donc préférence nationale, ce sont des sociétés... Préférence nationale en priorité, préférence qui ont un siège en France. Oui, des boîtes françaises. Alors, si on fait une tribune demain, tu dois changer une chose pour que demain, toi, mais aussi la medtech française, vous puissiez faire plus de chiffre d'affaires. Tu changerais quoi? Ce que je changerais, c'est la culture française. Le patriotisme. Il n'y a pas de patriotisme. Pas assez. En fait, en France, on a une culture du succès qui est pas bonne. Il faut trouver des mécanismes pour stimuler les gens au patriotisme. Donc, pour résumer, tu changerais... Je ferais une cartographie claire des DM qui existent, tout simplement déjà, et des solutions. Donc il faut des comités d'experts, tu fais une cartographie claire, parce qu'aujourd'hui, cette cartographie, même quand tu la demandes au SNITEM, elle n'est pas très claire. Derrière, j'incentiverai tout le monde à stimuler les Français sans imposer, parce que imposer, en fait, ça a une connotation péjorative, et en fait, il faut stimuler les gens à faire ça et que ce soit du gagnant-gagnant. Et la troisième chose que je ferai, je contrôlerai l'accès. C'est inadmissible pour moi que tu aies des sociétés, ça c'est la mondialisation qui veut ça, que tu aies des sociétés étrangères qui n'aient pas les mêmes règles du jeu en Europe que nous, sur le MDR, mais d'autres, et qui viennent accéder... par exemple le marquage CE. Les marquages CE, aujourd'hui, il y en a plein qui se gargarisent en disant que les marquages CE, c'est très compliqué à avoir en MDR. Pour certaines sociétés que je ne citerai pas, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. Et pourquoi Je sais pas, je ne vais pas vous donner un nom, mais globalement, il y a des grosses sociétés qui arrivent à développer des prothèses de genoux en 1 an. Ça existe. Comment ils font? Ils ont des règles de jeu qui ne sont pas les mêmes. Et en fait, ces gens-là, il faut les identifier. Et il faut qu'ils n'aient pas accès à notre marché. Parce que sinon, c'est un peu comme l'histoire des agriculteurs. C'est un peu la même chose. C'est qu'on met des règles qui ne sont pas les mêmes pour les sociétés françaises et européennes et pour les autres sociétés. Et ça, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? La question que tu aurais pu me poser, c'est où est-ce que je me vois dans 10 ans ou dans 20 ans. J'aimerais peut-être commencer à gérer ma transition avec la section d'après, mais je voudrais arriver, moi, à montrer que la France a raison de faire confiance aux sociétés comme les nôtres. Et j'invite d'ailleurs tous les patrons de sociétés de medtech françaises à ce qu'on arrive à créer un petit collectif à travers différentes associations. Mais en tout cas, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on soit plus visible, il faut qu'on soit plus fort ensemble. Ça, c'est indéniable. Il faut qu'on se batte pour ça. Baptiste, merci beaucoup parce qu'on a beaucoup échangé sur énormément de thèmes. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre beaucoup de choses avec cette émission. Merci David de m'avoir invité. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'il faut que les hôpitaux achètent absolument français et que l'État récompense financièrement ceux qui le font.